Si vous avez déjà vu les 2 premières vidéos de la série, vous avez compris normalement les grands principes de l'analyse dimensionnelle. Maintenant, on va voir comment on peut s'en servir en pratique, comment ça peut nous faciliter la vie. L'avantage le plus immédiat pour un étudiant, c'est de commencer à arrêter d'apprendre toutes les formules par cœur. En passe, pour le concours médecine, on peut rencontrer plusieurs centaines de formules à apprendre dans ces cours. C'est juste énorme. La bonne stratégie, c'est d'essayer d'en apprendre le moins possible par cœur. Imaginez un exercice sur les ondes où l'énoncé vous donne une période et une célérité. Et l'exercice vous demande de retrouver la longueur d'onde. Si vous avez bien identifié ce qu'on vous donne et ce qu'on vous demande, ça veut probablement dire qu'il existe une formule qui relie ces 3 grandeurs et qui va nous permettre de calculer l'inconnu. Et effectivement, cette formule existe, on l'a tous apprise dans les premiers cours qu'on a eus sur les ondes, mais la bonne nouvelle, c'est que si vous avez oublié cette formule, c'est pas grave. Vous êtes censé savoir qu'une longueur d'onde, c'est la distance la plus courte entre 2 points de votre onde qui sont dans le même état d'oscillation, par exemple de maximum. Et ce qui est important surtout, dans ce que je viens de dire, c'est que c'est une distance. Donc dans le système international, l'unité doit être le mètre. Et avec les unités, seconde, mètre par seconde et mètre, on va retrouver sans aucun problème la formule. Si une célérité est en mètres par seconde, ça veut forcément dire que c'est égal à quelque chose en mètres divisé par quelque chose en secondes. Et voilà, pas besoin de l'apprendre par cœur cette formule, elle devient logique avec l'analyse dimensionnelle. Il ne reste plus qu'à isoler lambda pour terminer le calcul. Alors moi j'aime bien écrire les unités dans mes calculs, comme ça je peux voir toutes les simplifications, on voit que les secondes disparaissent et il nous reste bien uniquement des mètres. 300 fois 10 ça fait 3000, 3010 moins 3 ça fait 3. Et il y en a plein des petites formules comme ça qu'on n'est plus obligé d'apprendre par cœur. En chimie aussi, l'une des formules les plus utilisées en chimie, c'est une formule qui relie la masse, la quantité de matière et la masse molaire d'une espèce chimique. On l'utilise tout le temps celle-là, inutile de l'apprendre par cœur. En plus, dans les données des exercices, on vous donne très souvent des masses molaires. Pour le carbone, c'est 12 grammes par mol. C'est le genre d'infos qu'on peut avoir dans les énoncés des exercices. Et regardez la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'unité qui est donnée en cadeau dans l'énoncé. Et donc une masse molaire, si c'est en grammes par mol, c'est forcément égal à quelque chose en grammes divisé par quelque chose en mol. On a retrouvé la formule sans effort, et surtout sans mémoire. Et ça, dans un contrôle, si vous avez oublié, si vous avez un doute sur une formule, vous pouvez vérifier votre formule. Et des formules, on en rencontre dans presque tous les chapitres dans notre vie. Donc l'analyse dimensionnelle, c'est vraiment une technique qui nous sert tout le temps. Si on veut être bon en physique, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est trop important. Deuxième utilité de l'analyse dimensionnelle, ça nous permet de retrouver l'unité d'une grandeur ou d'une constante, de la comprendre, de la rendre logique. Par exemple, vous avez tous rencontré la constante de pesanteur, petit g, qui vaut 9,8. Et au début, on se pose toujours la question, pourquoi c'est cette unité-là ou celle-là? Et pourquoi d'ailleurs il y a 2 unités possibles? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? On va rendre tout ça logique. On découvre la constante de pesanteur quand on apprend à calculer le poids d'un objet avec la formule P égale mg. Ça veut dire que G est égal au poids divisé par la masse. Le poids est une force, donc en newton, la masse est en kilogrammes, donc G, c'est logique que ce soit en newton par kilo. Maintenant, comment on peut retrouver les mètres secondes moins 2? Il faut se souvenir que le newton est une unité dérivée. Eh bien, on va décomposer le newton en unité de base. Pour ça, on a besoin d'une autre formule bien connue en physique, l'une des plus connues, somme des forces égale ma. Ça s'appelle le principe fondamental de la dynamique, ou encore la deuxième loi Newton. On la découvre en terminale actuellement. Et ça nous dit qu'un newton a la même dimension qu'une masse fois une accélération. Donc, pour les unités, ça donnera des kilogrammes multipliés par des mètres secondes moins 2. On sait maintenant qu'un newton, c'est un kilogramme mètre seconde moins 2, c'est pareil. On va donc remplacer notre newton dans l'unité de G. On n'oublie pas les kilogrammes moins 1 qui étaient derrière le newton. On simplifie tout ce qu'il est possible de simplifier. Des kilos divisé par des kilos, ça s'annule. Et on obtient bien, ici, des mètres seconde moins 2 pour l'unité de G. C'est vraiment la même chose que des newtons par kilo. On se rend compte aussi que G a du coup la même unité qu'une accélération. C'est une accélération. En fait, ce fameux 9,8 mètres secondes moins 2, concrètement, c'est l'accélération d'un objet qui tombe en chute libre. C'est ce qu'on découvre en terminale quand on utilise la deuxième loi Newton, somme des forces égale ma, dans le cas d'un objet qui n'est soumis qu'à son propre poids. On appelle ça une chute libre. Et on se rend bien compte que G est homogène à une accélération. Et si un jour vous cherchez la dimension de G, ça s'écrit G entre crochets, on peut réutiliser notre décomposition en unité de base. Il n'y a plus qu'à changer les symboles. Le mètre, c'est la dimension d'une longueur. Et des secondes puissance moins 2, c'est la dimension d'un temps puissance moins 2.
Vous voyez que l'analyse dimensionnelle a donné une certaine logique, une certaine profondeur, une certaine cohérence à toutes les informations qu'on peut rencontrer dans un exercice, par exemple à propos de la constante petit g ici. Et c'est justement le troisième point sur lequel je veux insister. L'analyse dimensionnelle permet de comprendre plus en profondeur la physique et de voir toute une forme de cohérence cachée dans la physique. Je vais illustrer ça avec un dernier exemple. Au cours des vidéos précédentes, on a appris à décomposer en unités de base le Newton et le Joule, en utilisant des formules célèbres de la physique. On peut aussi écrire ça avec les dimensions. Et on peut remarquer quelque chose d'intéressant. Comment on peut passer d'une force à une énergie? C'est pas très compliqué. Il suffit de multiplier par une longueur pour passer de L à L carré. Si on raisonne avec les unités, ça revient au même. On se rend compte qu'il faut multiplier par des mètres. Donc si on a une force et qu'on multiplie ça par une distance ou une longueur, on doit retrouver une énergie. Et vous avez peut-être déjà rencontré ça. Si vous avez rencontré un jour la définition du travail d'une force, c'est le produit scalaire du vecteur force multiplié par le vecteur déplacement. Et on a bien des newtons fois des mètres qui donnent un travail en joules. Je rappelle que concrètement, le travail, c'est quoi? C'est l'énergie qui peut être transférée entre un système et le milieu extérieur par l'intermédiaire d'une force. Par exemple, si je donne un coup de pied dans un ballon, j'ai donné de l'énergie au ballon puisque je l'ai mis en mouvement. Combien de joules d'énergie j'ai donné à mon ballon? Eh bien, c'est le travail de la force de mon coup de pied sur le ballon. Et avec l'analyse dimensionnelle, cette formule, elle devient beaucoup plus logique, beaucoup plus cohérente à un niveau profond. C'est normal en fait qu'une force fois une distance, ça fasse une énergie. Si vous avez déjà vu ma vidéo sur la loi de Bernoulli pour les fluides, vous avez rencontré un deuxième exemple du message que je veux faire passer ici. Dans la loi de Bernoulli, on a des pressions et je vous dis à un moment dans la vidéo que ça peut être interprété comme une énergie volumique, c'est-à-dire une énergie par unité de volume, ou dit autrement, un pascal, c'est un joule par mètre cube. Eh bien, on peut retrouver ça sans problème en faisant de l'analyse dimensionnelle. Je vous laisse essayer par vous-même, avec un petit coup de pouce quand même. Je vous rappelle que la définition originelle d'une pression, c'est que c'est une force par unité de surface. Ça va vous aider. Dans la prochaine vidéo, on va voir une autre utilité de l'analyse dimensionnelle, c'est que ça nous permet carrément d'inventer des nouvelles formules de physique.